la distance des matériaux. Alors, nous avons vu comment calculer Y max et IJX. Il nous reste à calculer le moment de flexion MF. Alors, pour le calculer, on calcule bien sûr le moment par rapport à G. Donc, G, c'est le centre de gravité de la surface portante. Donc, on doit présenter les charges P-1, P-2, P-. Nous avons l'habitude de calculer les moments par rapport à AA. D'accord? C'est pour cela nous avons l'habitude de déterminer les distances par rapport à, par exemple, cette distance-là. D'accord? Et cette distance-là. Et cette distance par rapport à AA. Mais nous, on doit faire les calculs par rapport à G. C'est pour cela on doit déterminer les distances par rapport à G. Alors, puisque nous avons déjà l'habitude de calculer les distances par rapport à A, donc on peut continuer comme ça. Alors, par exemple, cette distance-là, c'est 1 mètre. D'accord? Ça, c'est 0,5 plus 0,6, ça fait 1,1. D'accord? Ça fait 1,1 mètre. Alors, cette distance-là, c'est 0,4. 0,4. Alors, cette distance-là, c'est 1,2. Alors, je vous donne bien sûr l'astuce pour calculer la distance, même si c'est un problème géométrique, d'accord? Mais bon, je vais donner l'astuce, comment calculer cette distance facilement, puisque vous avez l'habitude. Donc, vous le faites déjà par rapport à A. Donc, je vais vous montrer l'astuce pour calculer directement la distance. Alors, 1,1, d'accord? Nous, on cherche quoi? On cherche cette distance-là. Donc, il suffit de tracer cet axe-là. Alors, cet axe, n'est que cette distance, c'est B sur 2. C'est la base sur 2. Alors, la base sur 2, c'est combien? Nous avons la base égale 1,6. D'accord? Donc, là, c'est 0,8. C'est facile. Alors, pour P terre, alors la distance par rapport à A, c'est la même de P terre par rapport à G. Pour cela, on va trouver 1,2. Alors, pour les charges verticales, alors ça, c'est 1,1. D'accord? Ça, c'est 0,8. Nous, on cherche cette distance-là. Donc, c'est 1,1 moins 0,8. Ça va donner 0,3. Je répète. Donc, cette distance-là, c'est 1,1, mais par rapport à A. Alors, cette distance-là, c'est 0,8. D'accord? Nous, on cherche donc cette distance-là. Alors, on fait quoi? On fait tout simplement 1,1 moins 0,8, ça fait 0,3. Alors, pour P mur 2, la même chose. Donc, ça, c'est 0,8. D'accord? Moins 0,4, ça fait 0,4. Donc, on va trouver 0,4 mètres. Alors, ça, c'est l'astuce pour calculer la distance par rapport à G. Donc, distance, l'astuce, c'est quoi? Distance par rapport à G égale. Donc, on va mettre la valeur absolue. Il y a la distance déjà calculée, ou bien déjà, on a l'habitude de la calculer, c'est par rapport à A, moins B, la base du mur, B sur 2. Avec la valeur absolue, on aura bien sûr une distance positive, d'accord? Positive. Après, on va parler des signes du moment. Voilà l'astuce pour calculer la distance par rapport à G. Alors, pour la convention de signe du moment en mécanique des sols, elle est différente de la convention de signe de la résistance des matériaux. Pourquoi? Parce que pour la mécanique des sols, on étudie les éléments verticaux, c'est-à-dire en mécanique des sols, mais en résistance des matériaux, on étudie surtout les éléments horizontaux. C'est pour cela là, le signe, il est différent, d'accord? Donc, on a une rotation de 90 degrés, donc on aura un signe différent. C'est pour cela. Alors, le signe en résistance des matériaux, nous avons considéré que si la force tend à faire tourner l'élément par rapport à, ou bien selon les aiguilles d'une montre, on considère que le moment est positif. Donc, on va mettre RDM, d'accord, plus et plus. Mais en mécanique des sols, on va considérer l'inverse. Alors, on va mettre bien sûr, alors là, c'est plus, et ça, c'est le plus. Ça c'est le centre des aiguilles d'une montre, là, c'est le centre des aiguilles d'une montre. Donc, on a le moment de la résistance des matériaux, il a quand la force كتدور par rapport à قارب الساعة كنعتبره plus, et quand l'axe à قارب الساعة كنعتبره moins. La résistance mécanique des sols, on va considérer l'inverse. Puisqu'on a fait la rotation, donc il faut bien le signe du moment. Alors le moment de la force est considéré positif
c'est cette dernière force tend à faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, contrairement à la résistance des matériaux, ce que je viens d'expliquer. Donc, le calcul du moment total de flexion est calculé dans le tableau suivant. Alors, vous avez le schéma de calcul là. On va calculer le moment. Donc, on va mettre la force, ou bien les forces appliquées, les valeurs qu'on a déjà trouvées. Alors, la distance alors, vous avez P mur 1, elle est là, d'accord? La distance par rapport à G, c'est 0,3, donc c'est bon. P mur 2, donc elle a cette valeur. Par rapport à G, la distance, c'est 0,4. P terre, donc c'est cette valeur. La distance par rapport à G, c'est 1,2. Il nous reste maintenant le signe, vous faites attention s'il vous plaît. Alors, pour le signe, alors, on va considérer, ça c'est le sens positif. Vous remarquez là que Peter, elle fait tourner le mur, le sens positif. D'accord? Donc c'est pour cela on aura un signe plus. Alors là, pour P mur 1, donc elle fait tourner dans ce sens-là. Donc c'est l'inverse du sens considéré positif. C'est pour cela on va mettre moins. P mur 2, donc le sens, nous avons dit que le sens positif, donc comme ça et comme ça. D'accord? Alors, pas de la rotation, dit. C'est pour cela, il sera considéré plus. Donc c'est pour ça on va mettre plus. D'accord? Donc s'il vous plaît là, toujours les charges horizontales, ils ont un signe plus. D'accord? Puisqu'ils sont toujours au-dessus du point G. D'accord? C'est pour cela on va les considérer toujours plus. Donc vous allez trouver toujours plus. Pour les charges horizontales, si la force elle est à droite, d'accord, elle sera donc avec un signe moins. Si la force elle est à gauche, elle sera avec un signe plus. Donc ça c'est un autre astuce pour déterminer le signe. Les charges horizontales toujours plus, d'accord, sauf si la charge on a une butée, c'est-à-dire de l'autre sens. On a une charge comme ça, on va la considérer négative. Pourquoi négative? Ou bien pourquoi ce moment est négatif? Donc, parce que tout simplement, elle fait tourner dans le sens inverse. Le sens inverse, c'est le sens positif. Voilà, donc pour les charges horizontales dirigées alors de la droite vers la gauche, donc c'est toujours plus. Le moment, il est toujours plus. Pour les charges verticales, si la charge se situe à la droite du point G, donc c'est moins. À gauche, c'est plus. D'accord? Voilà pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la somme de ces moments-là. On va trouver un moment d'IL 5148 kg fois le. Voilà, donc cette valeur-là, on va la retenir. Alors, on va la convertir en kilogrammes fois centimètre. Il suffit de multiplier par 100. Donc, mètre, 1 mètre égale 100 cm. Voilà, donc c'est 100 cm. C'est pour cela, on va multiplier par 100 pour trouver Naya 0 de plus. Voilà, c'est pour le calcul du moment. Une fois le moment est calculé, donc nous avons calculé le moment, Y max et IGX, donc on peut facilement calculer les contraintes de flexion. Alors la contrainte là de flexion, elle est égale à plus le moment de flexion que nous avons calculé. D'accord? Alors, Y max déjà calculé, IGX déjà calculé. On va faire l'application numérique. Donc, kilogramme fois centimètre, kilogramme fois centimètre carré par centimètre à la puissance 4, ça fait donc, kilogramme par centimètre carré, donc c'est-à-dire le bar. Donc, on va trouver 1,2 bar. Et pour la contrainte de flexion, c'est moins 1,2 bar. Donc, vous remarquer là qu'ils ont la même valeur, sauf que il y a là un signe plus. D'accord? Et là, nous avons un signe moins. Alors, qui dit plus décompression, moins traction. Voilà, donc maintenant, on va calculer les contraintes totales. Donc, il suffit de faire la somme des contraintes de compression et des contraintes de flexion. Alors, contrainte de compression déjà calculée, contrainte de flexion déjà calculée. Alors, les contraintes totales se calculent en faisant la somme des contraintes de compression et de traction. Alors là, la contrainte totale en point A, c'est la contrainte de compression plus la contrainte de flexion en point A. La contrainte totale en point B, c'est la contrainte de compression en point B plus la contrainte de flexion en point B.
C'est-à-dire, alors, pour les contraintes de compression au point A et au point B sont uniformes, sont égales. Alors, c'est la somme des charges verticales divisée par oméga. Pour les contraintes de flexion, elles sont opposées. Donc là, c'est plus, là, c'est moins. Donc, plus MF fois Y max moins MF. Donc, les valeurs-là, ce sont les valeurs à retenir. Encore, nous avons calculé les contraintes de compression puis les contraintes de flexion. Et par la suite, on va utiliser cette formule. C'est la formule à retenir par cœur, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, elle est facile à retenir. En compression, c'est l'effort sur la section. En flexion, c'est le moment fois Y max fois divisé par le moment d'inertie. Voilà, donc la formule précédente, donc pour ces termes, la somme des charges verticales, déjà calculée quand renversement glissement. Oméga, c'est toujours 100 fois B avec B à la base du mur. Le moment de flexion, c'est la somme de le moment de toutes les charges par rapport à G. Y max, c'est toujours B sur 2. D'accord? B sur 2, c'est la distance du point le plus éloigné. Donc, c'est toujours la base du mur. Et IJX, c'est 100 fois B à la puissance 3 sur 2. Toujours B, c'est la base du mur. D'accord? Donc, ça, donc, ce sont les termes de la formule précédente qui permet de calculer la contrainte en A, la contrainte en B. Alors, la contrainte en A, nous avons dit, BNA, la contrainte en A, c'est la somme des charges verticales divisée par oméga. D'accord, divisé par oméga, on dit. Ou les contraintes de flexion, c'est le moment de flexion fois, donc ça, fois Y max, divisé par Gx. Donc, pour calculer les éléments de l'équation, on peut bien sûr appliquer directement ces formules déjà démontrées. On va appliquer ça sur notre mur étudié ou le cas étudié. Donc, segment de compression déjà calculé, la somme des charges verticales sur oméga. La contrainte de flexion déjà calculée, donc on peut faire la somme. Sigma A égale la somme des charges verticales sur oméga plus mf fois y max sur ujx. Ça va donner cette valeur-là. Sigma B égale la somme des charges verticales sur oméga moins mf fois y max. Ça va donner donc plus donc 0,53. Ça, c'est ça. D'accord. Et bien sûr, la contrainte de compression en B, c'est la même chose. C'est pour cela que vous trouvez la même valeur. Alors là, nous avons trouvé un point A+, donc 1,2, ça va donner 1,73. Et la contrainte en B, c'est moins, d'accord, c'est moins 0,67. 0,67 bar. Voilà pour la contrainte totale. Donc là, on peut tracer le diagramme des contraintes. Alors, diagramme des contraintes, on va mettre l'axe des contraintes vers le bas. Donc ça, c'est les contraintes. Alors, en point A, nous avons trouvé 1,73 et là 0,67 avec le signe moins. On va la considérer, donc c'est une contrainte de traction, donc moins. Là, c'est plus 1,73. Alors, les contraintes maximales, vous remarquez en compression, la valeur maximale positive, c'est 1,73 et en traction, la contrainte maximale, c'est 0,67 bar. On va les mettre en valeur absolue. Alors ça, ce sont les contraintes maximales appliquées sur la surface portante. Donc la surface portante, elle est soumise à ces contraintes maximales. 1,73 en compression et 0,67 bar en traction. Alors pour vérifier l'écrasement, il suffit de vérifier quoi? Il suffit de vérifier que ces contraintes maximales calculées sont inférieures aux contraintes admissibles, c'est-à-dire les contraintes à ne pas dépasser. Alors, nous avons la contrainte en compression à ne pas dépasser 5 bars. La contrainte à ne pas dépasser en traction, c'est 3 bars. Vous remarquez que donc, on n'a pas encore atteint cette valeur, donc c'est OK. Donc, sigma max en compression égale 1,73 inférieur à sigma c bar, OK. Vous remarquez que on n'a pas encore atteint 3 bars en traction, donc la contrainte, elle est vérifiée. C'est pour cela on va dire que la condition du non-écrasement est vérifiée. Donc voilà
pour la vérification du non-écrasement. Donc, je récapitule s'il vous plaît. Alors, pour vérifier le non-écrasement dans un mur, dans un ouvrage, alors on doit calculer les contraintes maximales. Pour calculer les contraintes maximales, on utilise les formules précédentes, c'est-à-dire la formule de la somme des charges verticales sur oméga plus mf fois y max sur jx. Ça, c'est pour la contrainte OA. La contrainte OB, la somme des charges verticales sur oméga moins le moment de flexion fois y max sur jx. Une fois ces contraintes sont calculées, on trace le diagramme. En traçant le diagramme, on peut en tirer les contraintes maximales positives et les contraintes maximales négatives à comparer avec les contraintes admissibles ou bien les résistances données pour l'exercice. Voilà pour l'écrasement. Alors, on va faire un exercice par la suite, plus compliqué que celui-là. Donc, pour bien comprendre la méthode pour vérifier le non-écrasement des matériaux. Donc, j'aimerais bien vous présenter une fiche de calcul pour vérifier le non-écrasement des matériaux. On peut utiliser ce tableau-là pour faire l'inventaire des charges. D'accord? On va écrire la formule, la valeur, la distance par rapport à G. On va calculer le moment par rapport à G. Là, je distingue entre les charges verticales et les charges horizontales. D'accord? Là, on va mettre la somme des charges verticales. Donc, cette valeur-là, elle est très importante. Somme des charges verticales. Là, une fois les moments sont calculés, on va faire la somme. D'accord? La somme, bien sûr, en prenant en considération les signes. Alors, ça, c'est la somme. On va faire la somme de tous les moments des charges par rapport à G. D'accord? Là, c'est la somme des charges verticales et le moment de flexion. Il ne reste quoi? Il nous reste à calculer oméga. Pour cela, vous allez trouver, alors là, la largeur B, elle est mentionnée sur le plan. Le moment d'inertie, donc on va mettre là le moment d'inertie, il est calculé bas de la formule, c'est 100 fois B à la puissance 3 sur 12. Alors, Y max, c'est B sur 2. Alors, surface portante, c'est 100 fois B. La somme des charges verticales en kilogrammes, déjà calculée sur le tableau précédent. Le moment de flexion, la même chose. Il faut faire attention qu'on doit le convertir en kilogrammes fois centimètre. Donc, c'est pour cela on va multiplier par 100. Une fois donc, ces valeurs sont calculées, vous allez trouver sur le tableau. Donc, à des fiches de calcul, vous pouvez les télécharger. Les liens là sont déjà distribués sur la classe. Voilà, on peut utiliser de la formule, On peut tracer un diagramme, un petit diagramme ici. Alors, puis, on peut en tirer les contraintes maximales en compression, contraintes maximales en traction, et les comparer avec les contraintes admissibles ici pour trouver la vérification. Donc, avec le tableau, c'est plus simple, c'est plus pratique. D'accord? Vous allez les formules, etc. Donc, vous pouvez organiser vos calculs dans ces fiches de calcul. On va faire l'exercice, l'exemple précédent en utilisant le tableau. Alors, nous avons la partie rectangulaire, elle est égale à ça. La valeur, elle est là. Distance par rapport à G. La distance par rapport à G du poids du mur 2. La somme des charges verticales, c'est ça. D'accord? C'est la somme des charges verticales. Le moment, on va calculer le moment de pi mur 1, pi mur 2 et péter par rapport à G avec le signe. Donc, vous avez le signe moins, signe plus, signe plus. D'accord? On va faire la somme. Alors, la somme de ça, on va trouver le moment de flexion. Elle est égale à 5147,7. Alors là, on peut calculer les caractéristiques géométriques. Alors, la base du mur, c'est 160. Voilà. Y max, IGX, oméga, somme charge verticale. Alors, la somme charge verticale déjà calculée sur le tableau précédent. Il suffit de la reporter là. Alors, le moment de flexion et la contrainte en point A, la contrainte en point B, en faisant tout simplement l'application numérique. Donc, 1,73, nous avons trouvé la même valeur, 1,73 et 0,68 pour trouver pour faire la vérification. Donc, nous avons déjà fait cet exercice en utilisant
donc les explications nécessaires. Maintenant, on peut faire l'exercice autrement, c'est-à-dire en utilisant ce tableau. Ce qu'on va faire, bien sûr, les exercices, on va utiliser le tableau. Voilà pour la vérification du non-écrasement. Le chapitre suivant, c'est le même, presque la même démarche pour vérifier le non-poinçonnement. Donc, ils sont presque identiques, juste quelques précisions. On va les faire par la suite. Merci pour votre attention.